Millionnaire surprend garçon juif dansant avec sa fille paralysée. La suite a choqué tout le monde. Sortez ce gamin juif d'ici maintenant ou j'appelle la police, a crié Helena Morrison, une voisine millionnaire, en pointant son doigt accusateur vers l'enfant de 12 ans qui dansait dans le jardin de la famille Goldman. Cette créature perturbe ma fille malade. David Goldman, un homme d'affaires de 45 ans, propriétaire de l'une des plus grandes entreprises de construction de la ville, s'est arrêté au milieu de la route lorsqu'il a entendu les cris provenant de sa propriété. Par la fenêtre de la maison voisine, il aperçoit Helena qui filme tout avec son téléphone portable, préparant manifestement une plainte. Au centre du jardin, sa fille Sophie, âgée de 8 ans et paralysée des jambes depuis un accident survenu il y a 2 ans, riait pour la première fois depuis des mois. Dans son fauteuil roulant, elle tape dans ses mains tandis que le garçon, Eli Cohen, le fils des nouveaux voisins, exécute une danse juive traditionnelle qu'il a apprise à la synagogue. « Papa, il m'apprend une danse spéciale », s'écrie Sophie, qui fait tourner son fauteuil en petit cercle pour essayer de suivre les mouvements du garçon. « Regardez comme je peux bouger ». Helena Morrison n'est pas du tout intéressée par la joie de sa fille. David contrôle la situation. Mes invités du club de tennis arrivent dans 1 heure et je ne vais pas tolérer ce spectacle dans mon quartier. Cette femme de 52 ans, ancienne présidente de l'association des résidents et connue pour ses opinions fermes sur qui devrait vivre dans des quartiers décents, avait emménagé dans la copropriété il y a 3 ans. Depuis, elle s'était fait un devoir de documenter toutes les irrégularités qu'elle pouvait trouver, surtout lorsqu'il s'agissait de familles qui ne correspondaient pas à son modèle de quartier idéal. David observa la scène pendant quelques secondes encore. Sophie n'avait pas souri comme ça depuis avant l'accident. Ellie, se rendant compte de la tension, s'arrêta de danser et baissa la tête, visiblement habituée à ce genre de réaction. « Je suis désolé, monsieur Goldman », marmonne le garçon. « Je voulais juste faire sourire votre fille. À la synagogue, on enseigne que rendre le cœur de quelqu'un heureux est une mitzvah. » Une mitzvah. Helena a pratiquement craché les mots. « Je ne veux pas que vos traditions bizarres s'approchent de ma propriété. David, vas-tu leur permettre d'influencer ta fille avec cette culture ?» Le ton dédaigneux avec lequel elle a prononcé le mot « culture » a fait vibrer David. C'était le même ton que celui qu'avait utilisé son grand-père Isaac lorsqu'il lui avait parlé de ses voisins à Berlin en 1938, qui avaient soudainement commencé à s'inquiéter de la présence juive dans leur quartier. C'est à ce moment-là que David Goldman a compris qu'il était confronté à quelque chose de bien plus grave qu'une simple dispute entre voisins. Helena avait révélé qu'elle était exactement sous cette façade d'élite sociale. Sophie tient fermement la main d'Eli. « Papa, c'est mon amie. Pourquoi est-elle méchante ?» Elle avait les larmes aux yeux, non pas de tristesse, mais de confusion sincère quant à la raison pour laquelle quelqu'un pouvait être cruel envers son seul ami. David avait passé les 2 dernières années à regarder sa fille dépérir émotionnellement après l'accident. Médecin, thérapeute, psychologue, rien n'avait réussi à faire renaître l'étincelle dans ses yeux. Jusqu'à ce moment. Jusqu'à ce qu'Ellie arrive avec sa danse simple et son cœur pur. Et autre chose, poursuit Helena en pointant maintenant Sophie du doigt, cette fille doit comprendre qu'il y a des endroits appropriés pour certaines activités. Je ne vais pas laisser ma propriété se dévaloriser par ce genre de comportement. Le silence qui suivit ne fut rompu que par le bruit du filmage d'Helena, qui était manifestement en train de tout documenter pour s'en servir plus tard comme preuve. David observa les yeux d'Ellie. Il y avait là une résignation qu'aucun enfant de 12 ans ne devrait porter. « Maman dit toujours que certaines personnes ne nous aiment pas », chuchote Ellie à Sophie, essayant de réconforter son ami, même s'il est clairement blessé. « Mais ce n'est pas notre faute. C'est juste comme ça. » L'expression de l'homme d'affaires changea. Un calme dangereux s'empara de son visage et il se dirigea lentement vers la clôture qui séparait les 2 propriétés. Sa posture droite et ses pas mesurés ressemblaient moins à ceux d'un homme d'affaires qu'à ceux d'un général se préparant à une bataille qu'il a attendue toute sa vie. « Helena », dit-il d'une voix basse mais pleine d'autorité, ce qui fait que la voisine s'arrête de filmer pendant 1 seconde. « Je ne pense pas que vous compreniez la situation. En fait, c'est Helena Morrison qui ne comprend pas la situation. Elle ignorait que David Goldman n'était pas seulement un homme d'affaires prospère, mais aussi quelqu'un qui avait grandi en écoutant les récits de son grand-père sur les camps de concentration. Quelqu'un qui reconnaissait parfaitement le ton et les mots qu'elle venait d'entendre. Et surtout, elle n'a pas réalisé qu'elle avait affaire à un homme qui s'était promis de ne plus jamais laisser ce genre de haine toucher sa famille. Un homme qui avait bâti un empire non seulement par ambition, mais aussi comme un bouclier contre ce genre d'ignorance. Ce qu'Helena ne savait pas non plus, c'est que David Goldman avait des ressources, des relations et une patience stratégique forgées par des générations de survivants. Et que, pour la première fois depuis des années, quelqu'un lui avait donné une raison d'utiliser tout cela.
Si vous appréciez cette histoire sur la façon dont les préjugés peuvent réveiller une force qui n'était qu'endormie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un père déterminé peut transformer l'injustice en une leçon qu'un voisin raciste n'oubliera jamais. Elena, dit-il d'une voix basse mais pleine d'autorité, ce qui fait que le voisin arrête de filmer pendant une seconde. Je crois que vous ne comprenez pas la situation. Oh, je comprends parfaitement. Elena rit, d'un rire dur et désagréable. Je comprends que vous, les gens comme vous, pensiez que vous pouvez déménager dans des quartiers décents et apporter vos traditions ici. Elle a pratiquement craché le mot « tradition », comme s'il s'agissait de quelque chose de nauséabond. David regarde en silence Elena poursuivre sa diatribe venimeuse, chaque mot révélant des couches plus profondes de ses préjugés. Sophie avait cessé de sourire et regardait maintenant confusément entre les adultes, sa petite main serrant toujours celle d'Ellie. « Ma fille se remet d'un accident », dit David calmement. Ellie est la première personne en 2 ans qui a réussi à la faire sourire. Je pensais que c'était quelque chose que n'importe quel voisin civilisé fêterait. Elena laisse échapper un rire cruel. Civilisé ? David, vous devez comprendre que ce domaine a certaines attentes. Nous ne pouvons pas laisser des enfants se livrer à des rituels étranges dans les jardins. Qu'en penseront les autres résidents ? Des rituels étranges, répète David, la voix dangereusement basse. Vous parlez d'un enfant de 12 ans qui danse pour faire sourire ma fille. Ne fais pas l'innocent, rétorque Elena, qui filme à nouveau. Tu sais très bien ce que tu fais. D'abord tu t'installes ici, puis tu commences avec ces démonstrations publiques de différence. C'est une stratégie, n'est-ce pas ? Normaliser des choses qui n'ont rien à faire ici. David sent un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas seulement les mots d'Elena, c'était son ton, sa posture, sa conviction absolue qu'elle avait raison. C'était exactement ce que son grand-père Isaac avait décrit à propos des voisins à Berlin, quand les choses ont commencé à changer subtilement. Maman dit que certaines personnes deviennent nerveuses lorsqu'elles voient des juifs heureux, chuchote Ellie à Sophie, en essayant d'expliquer la situation d'une manière compréhensible pour un enfant de 8 ans. Elle dit que ce n'est pas notre faute, mais qu'il faut parfois faire très attention. Elena écouta et son visage se contorsionna en une expression de triomphe pervers. Tu vois, ils apprennent même aux enfants à se victimiser. David, allez-vous vraiment leur permettre d'influencer votre fille avec cette mentalité ? C'est à ce moment-là que David Goldman a compris qu'il n'avait pas seulement affaire à une voisine difficile. Elena Morrison était bien plus dangereuse. Quelqu'un qui avait trouvé un moyen socialement acceptable d'exprimer sa vieille haine, déguisant ses préjugés en préoccupation pour le voisinage. « Papa, dit Sophie doucement, pourquoi est-elle méchante avec Ellie ? Il voulait juste me rendre heureuse. » Elena a entendu et a immédiatement pointé la caméra sur Sophie. « Regarde, ils endoctrinent déjà l'enfant. David, ta fille est manipulée émotionnellement par ces gens et tu ne le vois pas. » David fit un pas en avant, sa présence intimidante fit légèrement reculer Elena. « Enlève-le. Celui-là. Caméra. De ma fille. Maintenant. » « Je ne vais rien faire de tel, » répond Elena, mais David remarque que sa voix a perdu de son arrogance. « Je documente un comportement inapproprié sur une propriété privée. J'ai tous les droits. » « Un comportement inapproprié, » répète David, la voix chargée d'une dangereuse ironie. « Un enfant qui danse pour faire sourire ma fille paralysée, c'est un comportement inapproprié. »« Ne me dis pas ça, » grogne Elena. « Tu sais très bien qu'il ne s'agit pas de danse. Il s'agit de… Eh bien, tu sais de quoi il s'agit. » David savait exactement de quoi il s'agissait. Et il savait qu'Elena était sur le point de découvrir qu'elle avait choisi la mauvaise cible pour sa haine déguisée en préoccupation civique. Ce soir-là, après que Sophie se fut endormie et qu'Ellie fut rentrée chez lui, David resta dans son bureau jusqu'à une heure tardive. Les murs sont couverts de diplômes, de certificats et de photos de projets de construction qui ont transformé des quartiers entiers. Mais son attention était focalisée sur une photo encadrée sur le bureau. Son grand-père Isaac, survivant de Bergen-Belsen, tenant un bébé David sur ses genoux. « Jamais plus » avait murmuré Isaac à l'oreille de David lorsqu'il était enfant. « Plus jamais nous ne nous laisserons victimiser en silence. » David ouvre son ordinateur portable et commence à taper. Il commence par rechercher l'historique complet d'Elena Morrison. Il a rapidement découvert qu'elle avait emménagé dans la cité HLM après avoir été contrainte de vendre sa maison précédente à la suite d'un procès pour discrimination à l'encontre des locataires noirs. Il a ensuite trouvé ses messages sur les réseaux sociaux, des années de commentaires codés sur la préservation de la qualité du quartier et le maintien de certaines personnes à leur place. Mais ce qui a vraiment attiré son attention,
c'est une série de messages récents sur la façon dont certaines familles envahissaient des espaces traditionnellement réservés aux bonnes familles. Elena avait été prudente avec ses mots, mais la tendance était indubitable. David sourit pour la première fois depuis des heures. Elena Morrison avait commis l'erreur classique de toutes les personnes ayant des préjugés. Elle avait supposé que sa victime serait passive. Elle ne se doutait pas que David Goldman n'était pas seulement un homme d'affaires prospère, mais quelqu'un qui avait bâti son empire précisément pour ne plus jamais avoir à accepter ce genre de traitement. Chaque nouvelle remarque désobligeante d'Elena ne faisait que renforcer quelque chose en lui qu'elle ne pouvait pas voir. Une détermination forgée par des générations de survivants qui s'étaient jurés de ne plus jamais laisser la haine l'emporter sans se battre. Ce que cette femme privilégiée ne savait pas, c'est que chaque acte de mépris scellait son propre destin, et que David Goldman avait des ressources, de la patience et des relations qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Chaque nouveau commentaire méprisant d'Elena ne faisait que renforcer quelque chose en lui qu'elle ne pouvait pas voir. Une détermination forgée par des générations de survivants qui avaient juré de ne plus jamais laisser la haine l'emporter sans se battre. Ce que cette femme privilégiée ne savait pas, c'est que chaque acte de mépris scellait son propre destin, et que David Goldman avait des ressources, de la patience et des relations qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le lendemain matin, Elena Morrison ne perd pas de temps. À 7 heures du matin, elle postait déjà sur le groupe WhatsApp de la copropriété. « Les gars, je dois vous parler d'un comportement inadéquat dont j'ai été témoin hier. Certaines familles autorisent des activités étranges dans leur jardin. Nous ne pouvons pas accepter cela dans notre communauté. » En moins d'une heure, les réponses ont commencé à affluer. La plupart des voisins, connaissant la personnalité d'Elena, ont répondu par des émojis polis ou l'ont simplement ignoré. Mais certains ont mordu à l'hameçon. « Quel genre d'activité, Elena ?» a demandé Margaret Walsh, une autre habitante connue pour ses opinions tranchées sur les normes de voisinage. Des rituels religieux dans le jardin, en plein jour. Avec la participation d'enfants. Elena a tapé rapidement. David Goldman leur permet d'influencer sa fille handicapée avec ses traditions. Je n'entrerai pas dans les détails, mais vous voyez ce que je veux dire. David lit chaque message avec un intérêt croissant. Elena documentait ses propres préjugés dans le texte, créant des preuves dont elle ne se rendait même pas compte. Chaque émoji, je suis d'accord, qu'elle recevait de certains de ses voisins était autant de munitions supplémentaires. Papa, appelle Sophie par la fenêtre, Ellie peut venir jouer aujourd'hui ? Bien sûr, ma chérie, répond David, dont la voix est d'un calme qui contraste avec la tempête qui se prépare dans son esprit. Mais aujourd'hui, papa sera aussi dans le jardin. À 10 heures du matin, David passe un coup de fil. Marcus, j'ai besoin de toi ici, aujourd'hui. Aujourd'hui. Marcus Chen n'était plus qu'un avocat. C'était le genre de professionnel que les hommes d'affaires prospères gardaient en numérotation rapide pour les situations délicates. Spécialiste des droits civils et de la discrimination, Marcus a fait carrière en détruisant les personnes qui se croient au-dessus des lois. Discrimination religieuse dans un lotissement ? Répète Marcus, dont la voix témoigne déjà d'un intérêt professionnel. David, as-tu la moindre idée du trou que cette femme est en train de se creuser ? Je commence à le savoir, répond David. Mais je veux être sûr que lorsque nous agirons, ce sera définitif. Marcus est arrivé au volant d'une Tesla noire et muni d'une mallette en cuir. À 38 ans, cet avocat taïwanais-américain a été confronté à des préjugés toute sa vie et a fait de chaque expérience le carburant d'une carrière consacrée à faire payer cher les racistes pour leurs actes. « Montrez-moi tout », dit Marcus en ouvrant son ordinateur portable dans le bureau de David. Ensemble, ils ont passé en revue les messages d'Elena, ses anciennes publications sur les médias sociaux, et ont commencé à documenter un schéma clair de discrimination. Marcus a pris des notes précises, son esprit froid élaborant déjà des stratégies. « David, il ne s'agit pas seulement de toi et de ta famille », explique Marcus. Elena Morrison représente quelque chose de plus grand. Elle est le genre de personne qui utilise sa position privilégiée pour intimider tous ceux qui ne correspondent pas à sa vision du monde. À 14 heures, lorsqu'Ellie est arrivée pour jouer avec Sophie, Elena enregistrait à nouveau. Depuis son jardin, elle filme chaque mouvement, chaque rire, chaque moment de joie entre les enfants. Mais cette fois, David était prêt. Marcus, appelle-t-il doucement, elle filme. L'avocat s'est discrètement placé derrière la fenêtre et a commencé à filmer Elena en train de filmer les enfants. Filmage non autorisé de mineurs sur une propriété privée, marmonne-t-il en prenant des notes. Elena, réalisant qu'elle avait un public plus large, décida d'envenimer la situation. « David !» crie-t-elle par-dessus la clôture. Cette situation a dépassé les bornes. Soit vous y mettez fin, soit je prends des mesures. David se dirigea calmement vers la clôture, suivi de près par Marcus.
Quel genre d'action, Elena? J'ai tout documenté. Je vous dénoncerai à la mairie, à l'association des habitants et, si nécessaire, aux autorités compétentes. Marcus s'avança, se présentant avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Je suis Marcus Chen, avocat spécialisé dans les droits civiques. Pourriez-vous répéter exactement ce que vous venez de dire à propos de la dénonciation d'une famille pour pratiques religieuses? Elena pâlit légèrement, mais son arrogance l'emporte sur sa prudence. Je me fiche de savoir qui vous êtes. Ce quartier a des normes. Quelles normes spécifiques une famille juive violerait-elle? Demanda Marcus, la voix tranchante. Ce n'est pas une question de religion. C'est une question de comportement. Des rituels bruyants, une influence inappropriée sur un enfant vulnérable. Marcus sourit, le genre de sourire qui précède les victoires dévastatrices. Madame Morrison, vous venez d'admettre, devant témoins, que vous considérez les pratiques religieuses juives comme des rituels inappropriés. Voulez-vous clarifier les choses? Elena réalise qu'elle est tombée dans un piège, mais sa fierté l'emporte sur sa prudence. Je ne vais pas me rétracter. J'ai le droit d'avoir mes opinions et je ne me laisserai pas intimider par vous. David regarda Marcus prendre de nouvelles notes, transformant une dispute de voisinage en un solide cas de discrimination avérée. Ce soir-là, après que Sophie se soit endormie, David et Marcus ont passé en revue tout le matériel qu'ils avaient recueilli. Des heures d'enregistrement, des dizaines de messages discriminatoires, des témoins, et maintenant, des aveux enregistrés de préjugés religieux. David, dit Marcus en fermant son ordinateur portable, en 20 ans de carrière, j'ai rarement vu quelqu'un monter un dossier aussi solide contre lui-même. Elena Morrison ne s'est pas contentée de discriminer sa famille. Elle l'a fait publiquement, à plusieurs reprises, et a tout documenté. David acquiesce, un calme dangereux dans les yeux. De combien de temps avons-nous besoin? Pour détruire complètement la vie qu'elle a construite sur la base de privilèges et de préjugés. Marcus sourit. 2 semaines. Ce qu'Elena Morrison ne savait pas, c'est que David Goldman avait passé les derniers jours à activer un réseau de contacts dont elle n'avait même pas imaginé l'existence. Des hommes d'affaires influents, des dirigeants de communautés, des journalistes, des personnes qui ont également grandi en entendant des histoires sur ce qui arrive lorsque la haine n'est pas confrontée. Alors qu'elle pensait intimider une famille vulnérable, elle avait en fait déclaré la guerre à toute une communauté qui n'attendait que l'occasion de montrer qu'elle ne se laisserait plus jamais victimiser en silence. Ce qu'Elena Morrison ne savait pas, c'est que David Goldman avait passé les derniers jours à activer un réseau de contacts dont elle n'avait même pas imaginé l'existence. Des hommes d'affaires influents, des responsables de communautés, des journalistes, des personnes qui ont également grandi en entendant des histoires sur ce qui se passe lorsque la haine n'est pas confrontée. Alors qu'elle pensait intimider une famille vulnérable, elle avait en fait déclaré la guerre à toute une communauté qui n'attendait que l'occasion de montrer qu'elle ne se laisserait plus jamais victimiser en silence. Le lundi arrive comme tous les autres pour Elena Morrison. Elle a bu son café, consulté ses réseaux sociaux et s'est préparée à une nouvelle journée de surveillance de la communauté. Mais lorsqu'elle a ouvert le WhatsApp de la copropriété, quelque chose était différent. Elena, il faut qu'on parle. Réunion d'urgence aujourd'hui à 19 h dans le salon commun. Objet, comportement inapproprié des résidents. Le message était signé par David Goldman, mais envoyé par l'administration officielle. Elena sourit. Enfin, quelqu'un avait pris des mesures pour régler cette situation juive. Elle ne s'est même pas rendue compte que sa réponse enthousiaste. Enfin, il était temps que quelqu'un prenne des mesures contre certaines influences inappropriées. Avait fait l'objet d'une capture d'écran instantanée. À 19 h, Elena est entrée dans la salle, s'attendant à trouver un petit groupe de voisins soutenant sa position. Au lieu de cela, elle a trouvé la salle pleine à craquer. Non seulement des résidents de la copropriété, mais aussi des personnes qu'elle ne reconnaissait pas. Des avocats, des journalistes, des responsables locaux et, au premier rang, Rachel Cohen, rabbin et maire d'Élie. « Bonsoir, Elena », dit David, dont la voix résonne dans le hall silencieux. Merci d'avoir accepté notre invitation à clarifier vos déclarations publiques sur les « influences inappropriées » dans notre communauté. C'est à ce moment-là qu'Elena a compris qu'elle était tombée dans un piège. Marcus Chen se leva, connectant son ordinateur portable au projecteur. Avant de commencer, j'aimerais vous montrer quelques preuves qui ont été collectées ces derniers jours. La première image qui apparaît à l'écran est la capture d'écran WhatsApp d'Elena. Rituel religieux dans le jardin, en plein jour. David Goldman les laisse influencer sa fille handicapée avec ses traditions. Un murmure parcourt la salle. Elena tente de l'interrompre, c'est hors contexte. Je voulais juste. Inquiète des normes de voisinage.
Marcus poursuit en passant à la diapositive suivante. Comme dans cet enregistrement d'hier, la voix d'Elena résonne dans la salle. Je ne vais pas me rétracter. J'ai droit à mes opinions et je ne me laisserai pas intimider par vous. Elena pâlit. Elle avait été enregistrée sans le savoir. Ou peut-être préférez-vous expliquer ses posts Facebook des 2 dernières années. Marcus poursuit sans relâche. Sur l'écran apparurent des captures d'écran des posts d'Elena sur la préservation de la qualité du quartier et le maintien de certaines personnes à leur place. Je n'ai jamais parlé de religion. Elena tente de se défendre, mais sa voix tremble. David se lève calmement. Tu as raison, Elena. Vous avez fait très attention à ne jamais utiliser de mots directement discriminatoires. Mais en tant qu'homme d'affaires, j'ai appris que les schémas révèlent mieux les intentions que les mots isolés. Marcus passe à la diapositive suivante, qui montre un graphique méticuleusement préparé. Au cours des 3 dernières années, depuis qu'elle a emménagé ici, Elena Morrison a déposé 47 plaintes officielles contre des résidents. 89% de ces plaintes concernaient les 3 seules familles non blanches de la cité. Des murmures choqués s'élèvent dans la salle. Elena tente de parler, mais Marcus continue. Sur les 23 familles blanches qui ont violé les mêmes règles en matière de bruit, de jardinage et d'utilisation des espaces communs, Elena Morrison n'a déposé exactement aucune plainte. C'est une coïncidence. Elena s'écrie, mais sa voix semble désespérée, même pour elle. Rachel Cohen se lève. Madame Morrison, mon fils de 12 ans est rentré à la maison en pleurant pour la première fois depuis que nous avons emménagé ici. Non pas parce qu'il a été rejeté par un enfant, mais parce qu'un adulte lui a fait sentir que sa religion, sa culture, son existence même était inadéquate. Elena tente une dernière défense. Je ne suis pas antisémite, j'ai des amis juifs. J'ai des amis juifs. David sourit, un sourire qui n'atteint pas ses yeux. David sourit, un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Marcus, pourriez-vous nous montrer ce que nous avons découvert sur les amis juifs d'Elena? Un rapport d'enquête sociale est apparu à l'écran. Elena Morrison a été licenciée de son précédent emploi à la société de marketing Sterling et Associates après un procès interne pour discrimination religieuse à l'encontre de 3 employés juifs. L'affaire a été réglée à l'amiable avec un dédommagement de 150 000 $. Le silence dans la salle est assourdissant. Elena était visiblement effondrée, réalisant que toute sa vie passée avait fait l'objet d'une enquête et avait été exposée. Et voici la partie la plus intéressante, poursuit Marcus. L'entreprise qui l'a licenciée, une des filiales du groupe Goldman Construction. Le monde est petit, n'est-ce pas Elena? Elena Morrison réalise enfin l'ampleur de sa situation. Elle ne s'était pas contentée d'attaquer une famille juive au hasard. Elle avait attaqué la famille de quelqu'un qui avait non seulement les moyens de se défendre, mais qui avait aussi accès à des informations qu'elle pensait enterrer à jamais. David s'adresse directement à elle. Elena, tu as essayé d'utiliser ma fille handicapée pour justifier tes préjugés. Vous avez essayé de transformer la première joie qu'elle a ressentie en 2 ans en quelque chose de sale et d'inapproprié. Ce n'était pas seulement de l'antisémitisme, c'était de la pure cruauté. Margaret Walsh, la voisine qui avait soutenu Elena sur WhatsApp, s'est levée et a quitté la salle sans dire un mot. D'autres voisins qui avaient réagi positivement au message d'Elena ont également commencé à partir, visiblement embarrassés. Le président de la copropriété, qui était resté silencieux, a finalement pris la parole. Elena Morrison, sur la base des preuves présentées et en violation flagrante des clauses de coexistence harmonieuse de nos règlements, vous avez 30 jours pour quitter la copropriété. Elena tente de protester, mais sa voix ne sort pas. Elle avait perdu non seulement sa maison, mais aussi sa réputation, sa communauté et tout semblant de supériorité morale qu'elle pensait posséder. David s'approcha d'elle, la voix basse mais ferme. Ma fille m'a demandé pourquoi tu étais méchante avec son amie. Aujourd'hui, elle comprendra que les personnes blessées essaient parfois de blesser les autres, mais que la cruauté a toujours des conséquences. En fouillant dans les décombres de sa vie soigneusement construite, Elena Morrison a fini par comprendre une vérité fondamentale. Elle avait complètement sous-estimé non seulement David Goldman, mais aussi toute une communauté qui avait appris, au fil de générations de persécutions, que la meilleure défense contre la haine n'est pas la passivité, mais l'exposition implacable de la vérité. À ce moment-là, alors qu'elle traversait le hall en direction de la porte, entourée des regards condamnateurs de personnes qu'il avait autrefois respectées, Elena a découvert que certaines batailles ne sont pas remportées par ceux qui crient le plus fort, mais par ceux qui se documentent le mieux. Alors qu'Elena Morrison ramassait les débris de sa vie soigneusement construite, elle a finalement compris une vérité fondamentale. Elle avait complètement sous-estimé non seulement David Goldman, mais aussi toute une communauté qui avait appris, à travers des générations de persécutions, que la meilleure défense contre la haine n'est pas la passivité, mais l'exposition implacable de la vérité.
À ce moment-là, alors qu'elle traversait le hall en direction de la porte, entourée des regards condamnateurs de personnes qu'il avait autrefois respectées, Elena a découvert que certaines batailles ne sont pas remportées par ceux qui crient le plus fort, mais par ceux qui se documentent le mieux. 6 mois plus tard, le contraste n'aurait pas pu être plus frappant. David Goldman est dans son bureau, en train de signer le contrat pour le plus grand projet de sa carrière. La construction d'un centre communautaire multiculturel qui sera financé par une coalition d'entrepreneurs juifs, musulmans, chrétiens et ethniques qui ont été inspirés par son histoire. Le projet emploierait plus de 200 personnes et comprendrait une aile spéciale pour la thérapie des enfants handicapés. « Papa, regarde ce que j'ai fait. » Sophie a couru, littéralement couru, dans le bureau. Au cours des derniers mois, en travaillant avec Ellie et en s'inspirant de sa nouvelle confiance en elle, elle avait retrouvé une partie de ses jambes. Ce n'était pas un miracle médical, mais le résultat d'une détermination, d'une thérapie intensive et surtout de la joie d'avoir une amie qui ne l'a jamais considérée comme limitée. Ellie la suivait de près, fréquentant désormais la même école publique que Sophie, grâce à une bourse complète parrainée par la Fondation Goldman, nouvellement créée pour soutenir les enfants talentueux issus de familles à faible revenu, quelle que soit leur origine ethnique ou religieuse. « Monsieur Goldman, » dit Ellie, toujours aussi formelle, « ma mère m'a dit de vous remercier encore une fois pour l'opportunité qui lui a été offerte à la synagogue. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle pourrait diriger la chorale. » Rachel Cohen avait été engagée comme directrice musicale de la plus prestigieuse synagogue réformée de la ville, après que David eut discrètement mentionné son talent à quelques contacts influents. Une petite revanche sur ceux qui tentaient de faire taire la culture qu'Elena méprisait tant. De l'autre côté de la ville, Elena Morrison vit une réalité bien différente. Après avoir été expulsée de son logement social, elle a découvert qu'il était étonnamment difficile de trouver un nouvel endroit où vivre. L'histoire de son exposition publique s'était répandue sur les réseaux sociaux locaux, et les propriétaires de qualité n'avaient tout simplement aucune disponibilité lorsqu'elle s'était présentée. Son divorce avait été prononcé 3 mois plus tôt. Richard Morrison, cadre dans une multinationale, ne pouvait pas se permettre d'être associé à une personne publiquement identifiée comme ayant des préjugés. Le partage des biens n'a pas été généreux, surtout après que certains de ses commentaires antisémites ont été discrètement communiqués au service des ressources humaines de son entreprise. Elena vit désormais dans un petit appartement en banlieue et travaille en tant que consultante marketing indépendante pour de petites entreprises, ce qui représente un recul considérable par rapport à son ancien poste au sein d'une agence prestigieuse. Ses anciens amis du club de tennis avaient progressivement cessé de répondre à ses messages. L'ironie de la chose, c'est qu'elle était devenue exactement ce qu'elle avait toujours méprisé. Une personne luttant pour conserver sa place dans la société, considérée avec méfiance par les voisins qui connaissaient son histoire. Lors de la fête d'inauguration du centre communautaire, David a été invité à prendre la parole. Des centaines de personnes étaient présentes. Des hommes d'affaires, des hommes politiques, des chefs religieux de différentes communautés, des familles qui allaient bénéficier des programmes. Il y a 1 an, commence David, ma fille a ri pour la première fois depuis son accident, grâce à la gentillesse d'un garçon de 12 ans qui voulait simplement la faire sourire. Un voisin a décidé que cette joie ne convenait pas à notre quartier. Le public écoute dans un silence respectueux. Elle n'a pas réalisé qu'elle me faisait un cadeau. Son intolérance m'a rappelé ce que mon grand-père disait toujours. La meilleure réponse à la haine n'est pas plus de haine. C'est de construire quelque chose de si beau que l'obscurité n'a plus de raison d'être. Sophie et Ellie étaient au premier rang, vêtues des t-shirts officiels du centre. Sophie dans son fauteuil roulant décoré d'autocollants colorés, Ellie à ses côtés tenant la main de son amie. 2 enfants qui sont devenus les symboles involontaires d'une amitié sincère qui surmonte tous les préjugés. Ce centre, poursuit David, n'existe pas en dépit des préjugés auxquels nous sommes confrontés. Il existe à cause d'eux. Chaque acte d'intolérance qui a tenté de nous diminuer n'a fait que renforcer notre détermination à construire quelque chose de plus grand. Marcus Chen, qui est désormais l'avocat officiel de la Fondation, a été applaudi par le public. Il a utilisé le cas d'Elena comme un précédent dans 3 autres affaires de discrimination et les a toutes gagnées. Et David de conclure. Elena Morrison a essayé de nous apprendre que certaines personnes n'ont pas leur place dans certains endroits. Au lieu de cela, elle nous a appris que les gens comme elle n'ont leur place nulle part où la dignité humaine est valorisée. L'ovation a été longue et sincère. Mais le moment le plus émouvant est survenu après la cérémonie, lorsqu'un journaliste a demandé à Sophie ce qu'elle ressentait. Mon amie Ellie m'a appris que la danse ne se fait pas qu'avec les pieds, a-t-elle répondu en faisant pivoter sa chaise avec grâce. Et mon père m'a appris que gagner ne signifie pas blesser les gens qui vous ont fait du mal, mais construire quelque chose de si beau qu'ils réalisent à quel point ils ont eu tort. 6 mois après cette confrontation dans le jardin, David Goldman avait transformé un moment de haine en une plateforme de changement social. Elena Morrison avait perdu non seulement sa maison et son statut,
mais aussi toute prétention à la supériorité morale. David a découvert que la meilleure vengeance n'était pas de détruire Helena Morrison. Elle consistait à prouver qu'un enfant juif dansant pour une fille paralysée était exactement le genre de joie que le monde avait besoin de voir plus souvent, et non moins souvent. Et tandis que Sophie et Ellie continuaient à danser, elle dans son fauteuil, lui à ses côtés, tout le monde autour d'eux pouvait voir que certaines victoires sont si complètes qu'elles transforment même la haine en carburant pour quelque chose de magnifique. Parfois, la justice la plus puissante n'est pas de punir ceux qui nous font du mal, mais de construire un monde si plein de lumière que son obscurité devient tout simplement insignifiante. Si cette histoire sur la façon dont les préjugés peuvent réveiller des forces plus grandes que la haine elle-même vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires qui prouvent que la vraie vengeance est toujours le succès que nos ennemis n'auraient jamais pu imaginer.